C'est une réunion de rentrée importante pour la Banque Centrale Européenne demain à Francfort et on en parle avec Arthur Jurus avec nous en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste chef. Bonjour et bienvenue Arthur. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je le disais, depuis quelques semaines, jusqu'à aujourd'hui encore, on voit une pression des faucons, la frange orthodoxe au sein de la Banque Centrale Européenne, très forte. Avant cette réunion, on a encore la publication d'une tribune aujourd'hui signée par le gouverneur autrichien Holzmann dans le magazine Eurofi, la veille de cette réunion. Alors on notera que cette tribune transgresse un petit peu quand même l'idée de la période de silence auquel s'astreignent généralement les banquiers centraux avant la réunion, pendant une semaine au moins, mais bon, c'est un point de détail, mais qui montre quand même une pression très forte des faucons. Pourquoi, Arthur ? Est-ce que c'est une posture politique après un consensus d'urgence au moment de la pandémie, ou est-ce qu'il y a quand même une légitimité à demander un recalibrage de la politique monétaire en Europe aujourd'hui ? Bon, ça fait une décennie que les banquiers centraux les plus orthodoxes, finalement, sont assez secondaires, n'arrivent pas à imposer leur vue. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité pour eux aujourd'hui d'insister. Ça explique aussi pourquoi le gouverneur de la Banque centrale d'Autriche est sorti par une tribune en dehors des créneaux habituels. Simplement, on a un contexte économique qui est très porteur. On a une reprise économique mondiale qui est avérée, le pic aux États-Unis qui a été atteint. Et en Europe, on a un momentum économique qui est probablement toujours attractif, qui va se renforcer notamment en Allemagne pour 2022. Et puis on a d'autres facteurs, notamment les vaccinations qui ont atteint ces seuils de 70% qui étaient voulus par certains officiels de la BCE. Donc on a des conditions qui sont favorables et qui sont renforcées par la dynamique monétaire d'autres banques centrales. On a des banques centrales émergentes qui ont déjà durci leur taux directeur et on a surtout la Réserve fédérale qui discute de plus en plus de réduire ses rachats nets d'actifs. Jackson Hole était l'occasion d'entériner qu'une annonce allait prochainement être faite d'ici le 3 novembre prochain. Et donc, forcément, au niveau européen, les officiels vont s'interroger de leur côté sur comment réduire, ou du moins, dans un premier temps, faire l'alternance entre le PEP, entre le programme de rachat d'actifs d'urgence pandémie et le programme traditionnel APP, ce qui sera véritablement l'enjeu demain, c'est-à-dire avoir plus d'informations sur comment la BCE va réagir dans ce contexte où finalement les politiques monétaires entament une normalisation très graduelle. Vous dites le vrai sujet, Arthur, à travers l'enveloppe d'achat d'urgence pandémique, le programme PEP, on le rappelle, qui avait été calibré à 1850 milliards d'euros, programmé au moins jusqu'à mars 2022. Vous dites finalement de savoir si on va acheter 80, 70 ou 65 milliards les prochains mois sur le quatrième trimestre. C'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer en mars 2022. Cette discussion, elle commence demain à Francfort, Arthur ? Alors, du moins, c'est ce qu'attendent les investisseurs. Il y a un véritable besoin d'obtenir un signal de la part de Christine Lagarde sur est-ce que les discussions ont démarré et est-ce qu'effectivement, en décembre prochain, on pourrait avoir des annonces qui soient formulées, c'est-à-dire seulement 3-4 mois avant la fin de ce programme de pandémie. Effectivement, il y a une problématique, en fait, d'enchaîner les deux programmes. Le plan de rachat d'actifs pandémie termine en mars 2022. C'est très probable que ça se produise et que ça ne soit pas étendu. Mais par contre, on a toujours une dynamique en termes de rachat d'actifs et surtout un objectif d'écart de taux souverain entre l'Allemagne et les pays de la périphérie qui est important. Et donc les rachats nets d'actifs ne vont pas pouvoir décélérer subitement d'un rythme de 80 milliards théoriques à zéro entre aujourd'hui et mars prochain. Ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau du programme de rachat d'actifs pandémie, on a déjà en fait une réduction des rachats par la BCE qui est implicite, qui est observée, mais qui n'est pas annoncé. On était sur un rythme mensuel de 80 milliards d'euros. On est depuis début août autour de 65 milliards d'euros. Donc il y a déjà la Banque centrale européenne qui progressivement teste et voit la réaction des marchés, notamment l'évolution des taux, par rapport à une présence moindre sur les marchés financiers. Donc ça va vraiment être un processus très graduel et la communication va jouer un rôle clé. C'est pour ça que demain, il serait important d'avoir un ou deux indices pour éviter un regain de volatilité sur les marchés obligataire européen. Bon, une communication toujours compliquée du point de vue de la Banque Centrale Européenne. On verra quel équilibre trouve Christine Lagarde demain à l'occasion de cette réunion. Il faut aussi se souvenir qu'il y a une nouvelle promesse qui a été faite par la Banque Centrale Européenne, une nouvelle forward guidance, une nouvelle communication avancée qui veut que la BCE se donne les moyens nécessaires pour atteindre 2% d'inflation dans ses projections bien avant la fin de son horizon de prévision. Ce qui est intéressant, c'est qu'en décembre, l'horizon de prévision va être prolongé jusqu'à 2024. C'est ça, Arthur. Il faudra quand même que, vous le dites, dans cette transition entre le PEP et l'APP 2.0,
2.0, il faudra quand même que la BCE reste crédible de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière d'arsenal, justement, dans les prochains mois, les prochains trimestres, en zone euro, pour que la BCE reste crédible par rapport à cette promesse ? Sur l'inflation, il y a une position de la BCE aujourd'hui qui est de considérer que l'inflation, notamment en Allemagne, est transitoire. Un peu comme la Réserve fédérale en début d'année, on devrait quand même avoir une probabilité que l'effet soit réellement transitoire, puisqu'on a des effets liés au prix administré, liés à la TVA qui sont très forts et qui sont vraiment concentrés sur un seul pays. On a surtout de l'inflation dans les services qui reste à peine supérieure à 1%. Le vrai engagement de la Banque centrale européenne, c'est avant tout d'être capable de maintenir les conditions financières attractives. Donc là, il y a un premier outil, un premier arsenal qui pourrait être, par exemple, si le PEP, le programme de rachat d'actifs d'urgence, était arrêté en mars, d'augmenter de manière temporaire le programme classique APP pour faire une transition et en particulier le rendre un peu plus flexible pour mieux cibler notamment certaines obligations comme celles grecques qui n'étaient pas achetées avant la pandémie et qui le sont depuis mars 2020. Et là, on peut avoir effectivement un risque de fragmentation financière entre la Grèce et l'Allemagne sur la partie des taux souverains, qui est un véritable risque pour la Banque centrale européenne. Mais en termes de conditions financières, on a un second outil qui est finalement assez peu discuté, c'est que pour compenser cette baisse des rachats d'actifs, la BCE pourrait proposer des nouvelles opérations de refinancement de très long terme en juin 2022, ce qui permettrait finalement, pour le secteur privé du moins, de continuer et de prolonger la dynamique sur le crédit qui est souhaitée par la BCE pour soutenir l'économie et qui devrait, ce qui doit se prolonger surtout. On a différentes problématiques dans l'environnement économique. On a l'inflation, mais on a surtout une volonté de soutenir le crédit. Et pour soutenir le crédit, c'est non seulement une condition qui est voulue par les officiels de la BCE, mais c'est surtout un besoin conjoncturel. Pourquoi ? Parce qu'on a des problèmes de stockage qui sont évidents, qui peuvent expliquer en partie ce problème d'inflation. Et pour pallier ces problèmes de stockage, on va devoir investir. Et pour investir, il faut des conditions financières les plus accommodantes possibles. Donc il y a un vrai engagement de la BCE d'utiliser le maximum d'outils tout en finalement adaptant sa politique à la dynamique économique qui sera très favorable en 2022. Et donc ça va véritablement être un enjeu avant toute communication pour 2021. Est-ce que la BCE couvrira encore en 2022 les besoins d'endettement des États, Arthur, sachant qu'il y a quand même l'idée qu'en 2022, cette année marquera une course dans la réduction des déficits. Quand on regarde un peu les projections des différents États du G7, le UK envoie un signal quand même assez fort en disant on va augmenter la pression fiscale pour être les premiers à réduire fortement nos déficits en 2022. Les débats, les discussions sont en cours un peu partout. Est-ce que la BCE continuera de couvrir, au moins en grande partie, le volume d'émissions nettes des États l'an prochain, Arthur ? Alors nous avons des indices qui peuvent nous laisser penser cela. En particulier un commentaire de Philippe Lane, qui est le chef économiste de la Banque centrale européenne, qui a bien dit que finalement le rythme des potentielles réductions des rachats d'actifs, notamment de l'APP, était très conditionnel à l'offre de papiers obligataires souverains, donc concrètement aux besoins d'émissions des gouvernements européens. Et ça, c'est une nouveauté post-pandémie, c'est que finalement la politique mixte, le financement budgétaire qui, en théorie, n'est pas autorisé pour la Banque centrale européenne, est beaucoup plus assumé et en interne semble être beaucoup plus discuté. Et c'est aussi un facteur finalement qui explique comment les taux peuvent augmenter ou se tendre. Donc c'est assez naturel, mais c'est un message fort, explicite, partagé dans la presse de la part de Philippe Lane sur le sujet et qui peuvent laisser vraiment penser que si il y avait des besoins, même ciblés, même concentrés pour certains pays pour faire plus de déficit que ce qui est anticipé, ce qui est une constante au niveau européen depuis 10 ans, la BCE restera flexible et proactive et ce qui est finalement la garantie que les marchés attendent auprès de la BCE pour 2022. Dans cette séquence d'inflexion des politiques monétaires, je mets évidemment la Fed dans l'eau parce que le tapering de la Fed est quand même censé arriver avant le tapering ou l'extinction des programmes de la Banque centrale européenne. Est-ce que c'est toujours un moment compliqué pour les marchés ? Quels sont les risques de marché associés à cette période d'inflexion, à ce virage ? Ou est-ce que la grande prudence, la grande précaution des banques centrales qui ont tiré également les leçons du passé et des précédentes gestions de crise nous prémunit d'accidents de marché importants en cette rentrée, selon vous, Arthur ? Alors pour le moment, le risque, encore une fois, sur le marché obligataire souverain, il est très lié à l'inflation, donc il est assez indépendant de la communication des banquiers centraux et de ce risque d'un tapering.
Donc c'est vraiment concentré sur les conditions économiques. Le risque, en fait, il est très exogène. On a toujours ces problématiques sanitaires, ces problématiques de Mmh. vaccination, mais on a aussi ces problématiques politiques. On a des élections allemandes à la fin du mois de septembre qui, pour le moment, n'ont pas d'effet en termes de volatilité ou en termes de hausse des rendements obligataires. Et ensuite, on a l'élection française. Et en fait, on se rend compte que la Banque centrale européenne va devoir intervenir dans un intervalle très court. Elle va devoir annoncer d'ici 2 à 3 mois ses intentions pour 2022. Derrière, elle va devoir réaliser ses réductions d'actifs tout en maîtrisant d'éventuelles tensions obligataires. Et puis surtout derrière, on a encore une élection française avec un risque politique qui sera potentiellement plus important que celui pour les élections fédérales allemandes fin septembre. Donc il y a quand même un environnement exogène qui pourrait rendre plus compliquée la tâche de la Banque centrale européenne et qui sera d'autant plus renforcée si la Fed était amenée à faire un tapering très court, très proactif, de plus grande ampleur qu'attendu pour 2022 pour arriver à normaliser un petit peu son bilan. Bon, le virage des banques centrales sur fond de rendez-vous politiques, vous les avez cités évidemment, hein, les élections générales en Allemagne en fin de mois de septembre et puis la présidentielle française à suivre en mai 2022. Merci beaucoup Arthur. Arthur Jurus avec nous en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste senior chez Oddo BHF.